Bonjour les amis, nous sommes le mardi 23 juin et on va un petit peu parler maintenant. Vous savez qu'on a bien compris que dans cette épidémie de Covid, le but c'est d'arriver au vaccin. Et en France, hélas, on ne peut pas parler de vaccin. Et donc j'ai invité un spécialiste, un avocat, maître Jean-Pierre Jean-Joseph. Bonjour maître. Oui, bonjour. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Et donc vous avez écrit un livre, Vaccin. On nous aurait menti, où je vais lire juste un tout petit peu un passage que j'adore. De nombreuses vérités sont fausses, mais ceux qui le disent sont pourchassés, même en démocratie. Un professeur disait, au tout début du XXe siècle, l'Académie de médecine déclarait qu'au-delà de 100 km/h, un organisme humain ne résisterait pas. C'est une vérité, et tout étudiant en médecine prétendant seulement qu'il se pourrait que ce postulé soit faux, était recalé. Ça, c'était au début du siècle. Vous savez, quand dans toutes mes émissions, je vous dis qu'à un moment, les scientifiques sont toujours sûrs de tout savoir. L'Académie des sciences indiquait également que le plus lourd que l'air ne pourrait jamais voler. Il était donc inutile de donner des crédits pour la recherche sur les aéroplanes, les avions du futur. L'avenir était les ballons et les dirigeables. Enfin, l'électricité ne serait qu'un lamentable gadget et ne servirait jamais à rien. Les hommes de science ont toujours été sûrs de tout savoir. Et en France, on ne peut pas discuter de la vaccination. Nous avons même une ministre de la Santé qui a dit « la vaccination ne se discute pas ». Or, nous avons des exemples dans le monde entier qui a un problème avec la vaccination et on pourrait un petit peu élever le débat. Qu'est-ce que vous en pensez, maître? Ce que j'en pense, moi j'en pense beaucoup de choses, mais effectivement, on est dans une énorme erreur, voire mensonge, puisqu'il y a des tas de gens qui savent ce qu'il en est, mais qui font semblant, soit par peur, soit par intérêt. Et il y a bien longtemps que des dizaines, voire des centaines de médecins et biologistes ont écrit que le principe de la vaccination était une grosse erreur. Bon, ceci étant, le principe lui-même. Alors, beaucoup d'autres disent, si on nous obligeait, parce que le problème, c'est la vaccination obligatoire. Quand elle n'est pas obligatoire encore, on peut dire, bon, ben, ceux qui veulent, libre à eux de le faire. Mais si on nous obligeait à boire du Bourgogne 12 degrés, par exemple, en nous disant ça nous vaccine contre tel truc, on dirait, bon, ben, pourquoi pas? Il n'y a pas trop d'effets indésirables. Seulement, l'ennui, c'est qu'il y a en plus du virus atténué, il y a des tas de choses dedans qui sont toxiques. Et là, ça ne va plus parce qu'on nous oblige à prendre un produit qui peut se révéler toxique pour certains d'entre nous. Mais vous, en tant qu'homme de loi, qu'est-ce qui vous a amené au sujet des vaccins? Je me suis dit, en découvrant qu'il se pourrait que les vaccins soient inefficaces et dangereux, mais comme ils sont obligatoires pour certains d'entre nous, notamment les enfants, je me dis, il y a un problème juridique, c'est-à-dire qu'on se retrouve comme en 1942, où certains sont obligés d'appliquer une loi qui est mauvaise pour eux. Qu'est-ce qu'on fait? Et donc, oui, moi j'ai plein d'abonnés qui me disent j'ai mon enfant qui va rentrer à la crèche, j'ai mon enfant qui va rentrer à la maternelle, les vaccins sont obligatoires et si je ne les fais pas, ils ne rentrent pas à la crèche et si je ne les fais pas, ils ne rentrent pas à la maternelle. Qu'est-ce qu'on peut leur répondre? Alors, c'est tout un combat, un parcours du combattant même, pour obtenir que l'enfant puisse rentrer à la crèche quand même. D'abord, attirer l'attention sur les contradictions, les invraisemblances. On a des gamins, par exemple, qui ont un certificat de contre-indication, donc pas de problème, ils rentrent à la crèche ou ils rentrent à l'école. Et puis, l'année suivante, le médecin ayant pris sa retraite, le nouveau médecin ne veut pas le faire, ou il estime qu'il n'y a pas de contre-indication, et brusquement, l'enfant devient contagieux. Mais pour les autres, mais les autres sont vaccinés. Donc, vous voyez l'incohérence. Il n'y a que des incohérences là-dedans. Donc, il faut déjà montrer ces incohérences. Et ou bien estimer que l'enfant, enfin pour l'enfant, les vaccins sont contre-indiqués, ou bien faire une autre démarche. Et là, c'est tout un processus dont on va peut-être parler.
Et vous, vous avez déjà été mandaté pour justement des parents qui ne voulaient pas faire vacciner leur enfant? Ah ben, j'ai souvent le cas, hein, et petit à petit, ceux qui sont opiniâtres et déterminés, ils y arrivent petit à petit, tout en respectant la loi, parce qu'il ne s'agit pas de ne pas respecter la loi, mais il s'agit de l'interpréter comme elle se doit, hein, puisque même dans les textes actuels, il est prévu des tests biologiques préalables à la vaccination. Dans les textes actuels, et qu'est-ce Oui. qu'ils disent ces Il y a un décret textes-là? de janvier 2018 qui a indiqué que dans certains cas, il y a des tests biologiques préalables à la vaccination, hein. Mais, et ceci, je pense qu'ils ont fait du copier-coller avec un vieil arrêté de 1952 qui avait été repris dans un décret de 1965 qui parlait de examen préalable à la vaccination. Donc, ils l'ont repris de façon un peu mécanique, mais n'empêche que ça existe. Et ces tests biologiques, ils sont censés montrer quoi? Alors, ces tests, quels sont-ils? Aucun texte ne dit quels sont les tests qu'il faut dire, qu'il faut faire. Mais, à mon avis, le premier qu'il faudrait faire, c'est le typage HLA. Alors, j'explique parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens, même de médecins, à qui j'en ai parlé et qui me faisaient des yeux ronds. Alors, cette histoire a été découverte par un prix Nobel de médecine qui s'appelle Jean Dossé, qui en 1980 découvre que tout comme nous avons 4 groupes sanguins, ça tout le monde le sait, et ce qu'on sait moins, c'est qu'il y a des groupes en matière d'immunité qu'on appelle HLA, qui veut dire Human Leukocyte Antigène. Et en fonction, et alors là, il y en a plus que 4, il y en a plusieurs dizaines. Et en fonction du groupe auquel on appartient, on sera répondeur ou non répondeur à tel vaccin, trop répondeur, donc maladie auto-immune, ou pas du tout. Ce qui veut dire que par définition, depuis 1980, on sait qu'une vaccination de masse sera efficace pour certaines personnes, totalement inefficace pour d'autres, peu efficace pour certains et toxique pour d'autres. On le sait depuis 1980. Donc, par définition, c'est ce qu'avait dit Jean Dossé, la vaccination de masse est une aberration scientifique. C'est une évidence. Et puis on le voit bien dans cette crise du Covid où effectivement il y a des groupes sanguins qui sont bien plus affectés que d'autres, hein. Et Oui. là, il y a aussi le fantastique livre du docteur Jacques Laurent, Le code secret des groupes sanguins, et qui met en évidence effectivement la causalité, le lien entre le code sanguin et le principe de la vaccination. Vous avez tout à fait raison. Alors, il y a un côté positif à ça, c'est que grâce à ça, l'humanité n'a pas été détruite par les épidémies. Parce que c'est pareil, une épidémie va toucher certains groupes immunitaires et pas d'autres. Bon, d'autre part, il y a une autre donnée, hein, c'est que le facteur le plus important qui baisse l'immunité, c'est la peur. Or, dans les épidémies de peste au Moyen-Âge, quel était le personnage qui n'attrapait pas la peste? Est-ce que vous le savez? Non. Le curé, parce qu'il n'avait pas peur. Il disait, j'ai la foi, je ne risque rien. Et bien tout bêtement, sans le savoir, il avait maintenu son immunité. C'est idiot, hein, mais c'est comme ça. C'est vrai. La peur, c'est ce qui fait baisser le plus l'immunité. C'est tout à fait vrai. Les biologistes nous disent, quand vous avez un stress violent ou une peur intense, eh bien on constate que le taux de vitamine C s'effondre instantanément, en quelques secondes. C'est tout à fait vrai. Et sinon, par rapport aux droits de l'homme, au droit de, quand même, parce qu'un médecin, quand il doit prescrire quelque chose, un médicament, il doit vous dire les effets, déjà la composition de ce médicament, les effets indésirables de ce médicament. Aujourd'hui, en termes de vaccin, est-ce que les médecins sont capables de donner la composition du vaccin et surtout les effets indésirables de ces vaccins? Parce que là, il y en a. Oui, il devrait. Il devrait. D'ailleurs, les effets indésirables, on les voit sur les fiches du médicament. On peut pour ça consulter le site Vidal, également le site médical Teriac, qui est accessible aux médecins. Mais beaucoup de médecins, quand on discute avec eux, eh bien, ils ont un code, ils ouvrent le site et ils nous montrent
ben voilà la fiche de tel vaccin, voilà la fiche, voilà les effets indésirables répertoriés, et voilà la composition. On a vu à travers cette épidémie qu'on a fait des gorges chaudes sur les effets secondaires de l'hydroxychloroquine, qui est quand même un produit vendu depuis des dizaines d'années, et qu'on a voulu faire des tests. On est encore là, le 23 juin, ils n'ont pas encore fini les tests pour savoir s'il y avait des effets indésirables. Quels sont les tests qui sont réalisés sur les vaccins quand ils sont mis en service pour savoir s'ils sont bons ou pas? Alors, ce que l'on sait, c'est qu'il y a beaucoup moins de contrôle sur les vaccins que pour les médicaments. C'est-à-dire que le vaccin est regardé en France un petit peu comme une religion, un sacrement. C'est-à-dire que tout élément toxique dedans, qu'on a retiré des médicaments, il reste dans les vaccins parce que, ben, comme un sacrement, un petit peu, après tout, quand vous communiez à l'église, personne ne demande est-ce que l'hostie est stérilisée, est-ce qu'il y a une date de péremption, etc. On croit. Donc, et d'ailleurs, les gens n'attrapent rien. Donc, ce qui fait que, comme ils n'ont pas la peur de l'attraper, est-ce qu'il y a une bactérie sur la l'hostie, etc. Hein, si jamais on leur foutait cette peur, je suis persuadé qu'il y aurait plein de malades après. Hein, mais comme ils n'ont pas cette peur, ben, il n'y a pas de problème. Hein, voilà un petit peu comment ça se présente. C'est Ouais. un peu bizarre, mais c'est comme ça. Et vous avez raison, vous avez raison. Après, il y a un autre phénomène avec les vaccins, c'est que quand moi je discute avec des personnes qui vaccinent admirablement leurs enfants, je leur demande, mais savez-vous comment sont produits les vaccins? Et là, c'est l'ignorance totale. C'est-à-dire que les gens ne savent pas comment le virus, d'où il vient, comment il a été mis en culture, comment il a été effectivement fabriqué, d'où ça vient, et la composition, et ils connaissent rien du tout des adjuvants. Oui, alors il faut expliquer aux gens pourquoi il y a des adjuvants. Les fabricants de vaccins nous disent que si on se contentait de mettre le virus atténué, ça ne suffirait pas, ça marcherait que quelques heures, il faudrait recommencer tous les jours. Donc on est obligé d'ajouter ce qu'on appelle un adjuvant d'immunité naturelle, et cet adjuvant pendant longtemps a été le phosphate de calcium qui causait peu de problèmes, c'est vrai, il y avait peu d'effets indésirables à l'époque, mais comme il coûtait très cher, on l'a remplacé par des sels d'aluminium, et notamment l'hydroxyde d'aluminium. Et là, ça devient embêtant. Alors, on nous dit souvent, oui, mais cet hydroxyde d'aluminium, il y en a des doses qui ne sont pas très fortes. D'ailleurs, l'OMS a donné des doses minimales au-dessus desquelles, effectivement, c'est toxique. Et on est en dessous du seuil, nous dit-on. Sauf que lorsque l'OMS a dit ça, elle parlait de l'aluminium alimentaire, c'est-à-dire ingéré par voie orale. Et par voie orale, on sait que le système gastro-intestinal va filtrer et éliminer 99% de l'aluminium. Mais quand on injecte ça par une seringue, on n'élimine rien du tout, il n'y a plus de barrière. Et là, donc, comme on prend 100%, eh bien, les chiffres de l'OMS, il faut les multiplier par 100. Et là, quand vous regardez les chiffres, on fait des bons. Parce que le seul produit, l'Infarix par exemple, Exa, contient 8 fois la dose, 8 fois le seuil toxique. Bon, c'est pas moi qui le dis, c'est le professeur Fourtillon qui a trouvé ça. Alors, quand on voit ça, on comprend tous les effets secondaires et tous les gens qui nous téléphonent en disant mon enfant est gravement malade à la suite d'un vaccin. Et très curieusement, le médecin qui a vacciné disant non, non, c'est pas le vaccin. Bon, l'hôpital où on se présente avec le gosse qui a des convulsions ou autre, et on ose poser la question est-ce que vous pensez que le vaccin non, 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 c'est pas possible. Alors, on insiste un peu, mais est-ce que vous ne pensez pas que comment on fait partie d'une secte? Ah oui, parce que si on a l'audace de poser cette question, on fait partie d'une secte, évidemment. Alors les gars tout penauds, non, mais on posait simplement la question. Non, non, c'est impossible. Voilà. Donc à tous les niveaux, c'est comme ça. C'est pour ça que la pharmacovigilance nous dit, nous, on ne connaît même pas 10% des effets indésirables parce qu'on ne nous les signale pas. Hein. Donc on donne des chiffres, mais il faut les multiplier au moins par 10. Et les Américains disent, les chiffres qu'on nous donne, il faut les multiplier par 100. Alors là, le débat est différent. D'où, aux États-Unis, les procès sont gagnés par les
personnes qui, justement, ont eu des accidents suite aux vaccinations. Ça veut dire que quand même que les avocats ont réussi à mettre le lien de causalité entre le vaccin et les symptômes déclarés. Et Oui. aujourd'hui, c'est plus de 4,5 milliards de dollars d'indemnités qui ont été versées aux victimes. Donc dire qu'il n'y a aucune séquelle, que le vaccin est sûr, alors que de l'autre côté de l'Atlantique, déjà 4,5 milliards de dollars ont été versés, ça veut dire que nous sommes en plein mensonge. Oui, tout à fait. On est en plein mensonge. Et ça continue. Et en plus, vous parlez de l'aluminium. Il n'y a pas que l'aluminium, il y a aussi d'autres poisons dans les adjuvants. Il y a le mercure, même s'il n'est pas noté mercure, il est noté timéorsal, Oui, toujours un nom que j'arrive pas jamais à prononcer. Et il y a plein d'autres adjuvants comme du borate de sodium, il y a des trucs, du formol, tout ça c'est certains, il y a du cancérigène. squalène. Il y a du squalène dans certains. Il y a du squalène. Et on arrive, en plus, eux nous disent, non mais si, les vaccins, alors la sempiternelle réponse, c'est que les vaccins ont sauvé l'humanité. On a une durée de vie beaucoup plus importante maintenant qu'avant. Donc ça, c'est faux, déjà, parce que les durées de vie, déjà, ce qui nous a fait gagner en durée de vie, c'est le fait qu'il n'y ait plus de guerre. On oublie qu'avant, il y avait plein de guerres, donc effectivement, les moyennes d'âge étaient beaucoup moins élevées. Au Moyen-Âge, on pouvait vivre aussi longtemps. La deuxième chose, c'est l'hygiène. Maintenant, on a l'eau courante. Avant, on n'avait pas l'eau courante. Et même au Moyen Âge, les épidémies de peste s'arrêtaient quand les gens, sans le savoir, allaient boire à une autre mare. C'est tout bête. Tout à fait. Et tout à fait. Et en plus, il y a plein d'épidémies, effectivement, qui se sont arrêtées dans l'Antiquité, dans le Moyen-Âge, alors qu'il n'y a pas eu de vaccination. Il ne faut pas me dire qu'une épidémie s'arrête parce qu'il y a la vaccination. Et au-delà de l'hygiène, il y a aussi le réfrigérateur, parce que ça permet de conserver les aliments. Parce que moi, je prendrais un de ces Toubib, un de ces pro-vaccins. Avec tous ces vaccins, ils devraient aller vivre 2 mois dans la forêt amazonienne, à boire de l'eau qu'ils trouvent, à manger ce qu'ils trouvent. Comme on le faisait nous au Moyen-Âge, on verra la durée de vie qu'il a. Exactement. Et d'ailleurs, dans les rapports qu'on peut avoir, c'est effectivement sur le mode de vie, les conditions d'hygiène qui sont en tête de liste pour l'amélioration de la santé. D'ailleurs, on dit qu'on vit plus longtemps, mais depuis 1 an ou 2, la courbe est en train de redescendre, alors qu'on nous vaccine de plus en plus. Cherchez l'erreur. Exactement, exactement. Et Alors, à propos des adjuvants, je vais revenir sur le squalène. Parce que quand il y a eu la grippe H1N1, beaucoup de gens ont protesté parce qu'on savait qu'il y aurait du squalène dans ce vaccin. Et les gens ont voulu nous rassurer alors qu'on disait, mais attendez, squalène, il a tué des tas de GIs pendant la guerre du Golfe, il en a rendu malade des milliers. Donc, on voudrait bien en savoir un peu plus. Donc, on nous a dit, oui, mais vous comprenez, les adjuvants, c'est obligatoire. On est obligé de mettre ça parce que sinon, le vaccin, il ne marchera pas. Bon, c'est toujours le même discours. Bon, soit, admettons. Mais on nous a rassurés en disant, rassurez-vous, les femmes enceintes auront droit à un vaccin sans adjuvant. Est-ce qu'on ne se fout pas du monde? Eh oui, totalement, totalement. C'est-à-dire qu'on nous dit, les adjuvants sont obligatoires, mais pour les femmes enceintes, il n'y en aura pas. Tout à fait. En plus, on a la preuve aussi que, et ça, c'est des études de beaucoup de pédiatres, même évidemment, si ça n'intéresse pas Big Pharma et qu'on n'en fait pas la publicité à la télé, maintenant vous avez compris que tous les médias sont derrière Big Pharma et que grâce à ce Covid, on a compris qu'ils étaient financés par Big Pharma et toutes les recettes publicitaires de Big Pharma, si ce n'était pas Big Pharma qui avait des participations dans elle-même. Mais demandez à des pédiatres sains d'esprit, ils vont vous dire que la santé des enfants non vaccinés est bien meilleure. Il y a moins d'allergies, il y a moins de tout, il y a moins de maladies que la santé des enfants vaccinés. Ah oui. Hélas, il n'y a pas que cet élément. C'est que quand vous voyez un élève qui travaille hyper bien en classe, qui est toujours concentré, qui a de très bons résultats, très souvent, c'est un gosse qui a peu ou pas du tout de vaccin. De plus, quand on prend des sectes, tiens, on peut parler des sectes, des gens qui refusent les vaccins, ou comment on appelle ça, par exemple les Amish aux USA, ils ne veulent pas de vaccin. Eh ben, Il n'y a pas d'autisme.
il n'y a pas d'autisme. Voilà. Donc on nous dit non, non, les vaccins ne créent pas l'autisme. D'accord, mais alors pourquoi les Amish, qui sont quand même assez nombreux, ne vaccinent pas? Ils ont 0 cas d'autisme. On va dire, en calcul de probabilité, c'est pas normal, quoi. On est d'accord. On est d'accord, oui. Après, ils nous présentent aussi souvent des courbes en disant, ben regardez, la maladie, on a introduit le vaccin, elle a chuté. Eh oui, mais là aussi, ils truquent les courbes. Même pas. Même pas, je vais vous en montrer des courbes. Allez, on y va. Parce que je vais vous raconter une petite anecdote, comme disait Coluche. En 2016, j'ai été invité par le ministère de la Santé dans le cadre de la concertation citoyenne. Bon, pourquoi on m'a invité? Moi, j'en sais rien. C'est un peu le loup dans la bergerie. Mais bon, je me suis retrouvé devant une salle composée entièrement de médecins ou biologistes, enfin bref. Mais je savais quand même qu'ils étaient triés sur le volet, puisque j'ai demandé, est-ce que parmi vous, à la première question, je voudrais savoir, est-ce qu'il y en a qui ont des doutes sur l'efficacité des vaccins? Donc, pas une main ne s'est levée. Donc, je leur ai dit, bon, ça me rassure parce que je vois que vous êtes tous du même avis. J'ai quand même l'impression d'être un instituteur qui est venu demander la suppression du catéchisme à une assemblée d'évêques. Mais je vais quand même vous demander votre avis scientifique et je vais vous montrer des courbes. Alors, je vais essayer de vous montrer ça. Alors, attendez, si je fais comme ça. Parfait. Voilà. Alors, les décès dus à la coqueluche. Oui. Vous voyez la courbe depuis 1906 et vous voyez que les premiers vaccins arrivent quand la courbe est pratiquement effondrée. Ben voilà. Et eux, ils montrent des courbes qui ne vont pas débuter comme la vôtre en 1906, mais Oui. ils vont montrer des courbes qui va débuter à la période de la vaccination. Voilà, voilà. C'est-à-dire que vous dire, regardez comme la courbe était haute, et hop, ça chute. Voilà, en Grande-Bretagne. Et là, on ne la voit pas en entier non plus. Voilà. Alors, j'essaie de la faire promener un petit peu pour que vous voyez un petit peu l'intégralité. Vous pouvez constater que le début de la vaccination, également, la courbe, elle est presque effondrée. C'est ça. Est-ce qu'on le voit? Ouais, remonter un peu. Oui, bah c'est ça, quoi. C'était une courbe en cloche, hein, classique de toutes les épidémies. Maintenant, vous savez ce que c'est une courbe en cloche grâce au Covid. Vous voyez, quand on a introduit les vaccins, elle était déjà descendante. C'est-à-dire, vaccin ou pas, elle était descendante. Alors ça, c'est une courbe que j'ai faite moi à partir du livre de Michel Georget, le biologiste, un livre qui comprend plus de 700 références médicales et qui a examiné tous les vaccins en donnant des chiffres. Alors j'ai repris ces chiffres et je remarque que après l'introduction du premier vaccin en France, la courbe se multiplie par 4. Le nombre de cas de polio se multiplie par 4. Mais ça, c'est classique, hein. Dans toutes les courbes, quand il y a l'introduction du vaccin, il y a un pic après, parce qu'il y a des gens qui tombent malades de la vaccination. C'est classique aussi sur les vaccins de la grippe. Vous prenez le vaccin de la grippe, il y a certaines personnes qui déclarent la grippe. Voilà. Et donc, vous voyez, ça augmente, ensuite ça redescend. Deuxième vaccin, hop, ça remonte. C'est ultra classique. Et Michel Georget, c'était une sommité. Et du reste, personne ne pouvait aller contredire Michel Georget quand il parlait, quoi. Et ses livres sont pour moi la référence absolue. Exactement. Sur la vaccination. Exactement. Bon, donc, si vous voulez, pour toutes les maladies, c'est la même chose, hein, avec des particularités qui interpellent. Le nombre de décès de la diphtérie à Berlin. Bon, quand on se souvient qu'en 1935, le Reich rend le vaccin contre la diphtérie obligatoire. Quand on connaît l'état d'esprit des Allemands de l'époque, j'en ai connu quelques-uns puisque moi je vivais en Alsace quand j'étais gamin, et donc j'ai connu des Allemands de l'époque. Bon, quand on leur a dit qu'il faut se faire vacciner, ils y sont tous allés au pas de loi. Bon, enfin je plaisante, mais ils étaient disciplinés. Bon, eh bien on constate que dans les mois qui ont suivi, le nombre de décès de la diphtérie s'est multiplié par 7. Et il s'est effondré en 1945, alors que Berlin était en ruine, les conditions d'hygiène étaient quand même très compliquées, mais on a levé l'obligation vaccinale. Ces chiffres devraient faire réfléchir. Et on a plein d'autres cas dans lesquels on vaccine, le nombre de cas augmente de façon énorme,
Hein. Ça a été le cas aux Philippines en 1918 pour la variole. Et ce qui était évident, c'était que dans la seule île où les gens avaient refusé le vaccin, le nombre de cas de variole restait le même, alors que partout ailleurs où on vaccinait, ça se multipliait. On aurait dû s'arrêter là et dire, bon, il y a un problème, il faut qu'on regarde d'un peu plus près. Mais non, on était déjà dans la religion. Et donc, on est resté là-dessus. Et ça continue encore aujourd'hui, où il y a des campagnes de vaccination faites par la Fondation Bill et Melinda Gates, que tout le monde appelle philanthropique, alors que pas du tout, elle n'a rien de philanthropique, c'est un business incroyable, qui fait des dégâts énormes en Afrique, en Inde, où il a été chassé, puis ensuite il arrive toujours, évidemment, à coup de millions de dollars de sous-table à revenir dans ces pays-là, quoi. Et c'est une catastrophe sanitaire hallucinante. Mais oui. Et en plus, il y a ils ne respectent pas la chaîne du froid. On a vu en Afrique des entrepôts à 40 degrés au soleil où étaient entreposés des vaccins, quoi. Ensuite, on inocule ça aux enfants. Oui, mais c'est du commerce, c'est pas de la santé. C'est un vrai business. Et grâce à ce virus du Covid, les gens comprennent maintenant ce que c'est le business. On a vu que l'hydroxychloroquine, 4,17 € la plaquette, ça n'intéresse strictement personne. Et là, maintenant, ce qui intéressait, c'était les antiviraux à 850 $. Et maintenant, ce qui intéresse encore plus, c'est le vaccin. Parce que le vaccin, c'est un jackpot, quoi. On vaccine tout le monde. Un médicament, c'est fait pour des personnes soi-disant malades. Un vaccin, c'est fait pour des personnes en bonne santé. Et c'est un véritable jackpot. Et c'est pour ça qu'on ne peut jamais tester et faire l'expérience randomisée en double aveugle pour les vaccins, parce qu'un médicament, on va le tester sur des gens qui sont malades. Donc, on va prendre un placebo, et puis on va prendre le médicament, on va diviser les gens malades en deux, 50 personnes, on donne le placebo, 50 autres, on donne le médicament, et on voit ce qui se passe. Mais un vaccin, comme il est censé agir préventivement, il faudrait, pour faire l'expérience, eh bien, il faudrait injecter le vaccin et ensuite rendre exprès les gens malades, ce qu'on n'a pas le droit de faire. Donc, par définition, la preuve scientifique, on ne pourra jamais l'établir. C'est du bon sens. Ouais, par contre, ce qu'on pourrait faire, c'est par exemple pour voir si le vaccin de la grippe est efficace, quoique il y a des années où même les Big Pharma disent eux-mêmes qu'il a une efficacité de 30 à 50%, de voir un petit peu des gens qui n'ont pas pris le vaccin contre la grippe, avoir la grippe, combien de temps ils mettent à s'en remettre, hein, et les séquelles qu'ils ont. Par rapport aux gens qui ont été vaccinés contre la grippe et qui ont tout de même la grippe, hein, parce qu'il ne faut pas croire que parce que vous avez un vaccin contre la grippe, vous ne pouvez pas avoir la grippe. Moi, je sais que des amis qui se sont fait vacciner contre la grippe, jamais de leur vie, ils ont été dans un état pareil, quoi. Et plus jamais prendront le vaccin contre la grippe. Plus jamais. J'en ai rencontré beaucoup dans ce cas-là, mais j'ai un élément de réponse intéressant, c'est qu'en 2005, il y a eu un fait divers que j'ai entendu sur France 3. 13 pensionnaires d'une maison de retraite de Lorraine, tous vaccinés contre la grippe, sont morts de la grippe. Alors, comme ça se passe en Alsace-Lorraine, j'ai eu l'idée de téléphoner, de me renseigner, et j'ai appris que ceux qui n'avaient pas été vaccinés n'ont pas eu la grippe. Alors j'ai dit, mais ça ne vous étonne pas? Et j'ai appris qu'on allait quand même vacciner encore l'année suivante. C'est comme quoi on est vraiment dans une religion et non plus dans une démarche scientifique. Dans une religion. Sans oublier l'interférence virale. L'interférence virale, c'est quoi? C'est ce qui s'est passé en Lombardie. Vaste campagne gratuite contre le pneumocoque, vaste campagne gratuite contre la grippe. Arrive le Covid. Là, ça fait beaucoup. Là, on est en interférence virale et c'est peut-être sans doute pour ça qu'en Lombardie, le virus a été extrêmement virulent. À Wuhan, il y avait une autre donnée, c'est c'était une ville modèle pour la 5G. Avec des fréquences très élevées, effectivement, dans cette 5G, qui touchaient effectivement les fréquences de l'eau et les fréquences de l'oxygène. Et donc, il se pourrait que les fréquences élevées des ondes électromagnétiques aient une influence sur notre immunité. Ça se pourrait. Mais comme nos scientifiques ne veulent pas savoir, hein, puisqu'on est dans le pays du « je veux pas le savoir », hein, il y a deux slogans en France qui sont très importants. « Je veux pas le savoir » et « c'est pas moi, c'est le voisin ». Quand vous téléphonez pour un problème, « ah, c'est pas moi, c'est le voisin ». C'est pas de mon ressort.
Ouais, c'est ça, c'est ça. Est-ce qu'il y a des associations en France pour aider un petit peu ces parents qui sont confrontés à l'obligation vaccinale? Oui, ben, il y a la Ligue nationale pour la liberté des vaccinations, dont le siège est à Chavano, c'est la banlieue d'Annecy, et qui a plusieurs milliers d'adhérents, et qui a une permanence qui répond, je crois, tous les matins. Il y a l'association Alice également. Hein. Donc, il y a plusieurs organismes qui sont concernés pour le problème des vaccinations. Et j'indique que la Ligue nationale pour la liberté des vaccinations n'est pas, comme on veut le faire croire, anti-vaccin, elle veut simplement la liberté vaccinale. Il n'y a plus d'obligation, que chacun ait le droit. Ceux qui pensent que c'est efficace, ben, qu'ils le fassent. Mais ceux qui ne pensent pas, eh bien, qu'ils aient le droit de ne pas le faire. Ah oui, parce que là, on touche à la liberté fondamentale des droits de l'homme, quoi. Et pendant Pourquoi? des décennies, jusqu'à aujourd'hui, les vaccins n'étaient obligatoires dans aucun pays de l'Europe du Nord. Et les gens ne s'en portent pas plus mal. D'ailleurs, je me souviens que j'ai été, en sortant de la fac de droit, comme j'étais le seul de ma promotion qui parlait suffisamment l'anglais, j'ai pu obtenir un poste de lecteur de droit comparé dans une université écossaise. Donc, je suis allé au fin fond de l'Écosse pendant un an. Et dans le système britannique de l'époque, je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, il fallait s'enregistrer au médecin de quartier. Donc, je suis allé m'enregistrer chez un bon vieil Écossais rougeau, mais qui avait le nez tellement rouge que je me disais, dans ces tiroirs, il y a souvent des bouteilles de whisky. Mais il avait l'air bien, bien jovial. Et comme je savais que je n'avais pas de vaccin, j'étais un peu inquiet et je lui ai posé la question. Il éclate de rire. Vaccination is the French fly. Il avait un bon accent écossais. Il me dit c'est un mensonge français. Bon, ça n'a pas fait tilt sur le coup parce que j'y connaissais rien, mais quand même, ça m'est revenu. Maître, vous faites aussi du karaté et vous avez aussi une expérience là-dessus par rapport à des enseignants d'arts martiaux que vous avez rencontrés. Oui, les Asiatiques qui m'ont dit très, très mauvais vaccin. Bon, mais là aussi, ça ne faisait pas tilt au début, je ne comprenais pas. C'est vrai, parce qu'il y a plein de pays, là aussi les gens ne réagissent pas, quoi. Il y a plein de pays où l'obligation vaccinale n'existe absolument pas. Comme vous le dites, c'est les pays de la liberté, comme les pays nordiques, hein, la Suède, on a bien vu, et les enfants vont bien, quoi, hein. Mais oui, ben oui. Et par contre, on devrait faire des études sur le pourcentage d'enfants vaccinés par rapport au pourcentage d'allergies, d'asthme, d'autisme qu'il y a dans les pays. Et là, franchement, C'est une on dirait catastrophe. c'est une catastrophe. Les cas d'autisme ont augmenté, se sont décuplés depuis quelques années, hein, autant en Europe qu'aux États-Unis. Ça progresse dans certains pays de 600% par an. Et ça, évidemment, personne ne veut trouver la cause. On donne des milliards au labo qui donnent certainement l'autisme. Et ensuite, l'autisme, c'est à la collectivité de payer ça parce qu'effectivement, un enfant autiste va demander beaucoup plus de personnel pour s'occuper de lui qu'un enfant qui est totalement normal, quoi. Et ça, Et c'est ce qui une est catastrophe. embêtant, c'est que les experts qui sont mandatés dans le cadre de procès, parce que j'ai eu des cas là-dessus, sur le lien de causalité entre une maladie et le vaccin, comme ils sont dans la religion et l'idéologie, on leur pose la question, est-ce que ça vient du vaccin? Et si ça ne vient pas du vaccin, pourquoi cette personne qui était en bonne santé jusque-là est tombée malade brusquement après le vaccin? Eh bien, ils nous répondent, on ne sait pas de quoi ça vient, mais ce n'est pas le vaccin. C'est fou. On ne sait pas, mais c'est pas le vaccin. Et par Voilà. contre, on sait que c'est pas le vaccin. Alors, j'ai pu gagner des procès grâce à ça, parce que les juridictions disaient, mais vous nous dites, vous ne savez pas de quoi ça vient, mais ce n'est pas le vaccin. Mais comment pouvez-vous l'affirmer? Et là, ils n'avaient aucun argument. Mhm. Et c'est comme, il suffit de regarder, moi je conseille à tous mes abonnés de partager ça avec leurs amis, un fantastique documentaire qui était passé sur France 5, très tard évidemment, 23h30, hein, qui s'appelait Silence, on vaccine. Ah On oui, voit le témoignage de ces mamans qui avaient des bébés joyeux, qui faisaient des guili-guili, qui souriaient, qui rigolaient, et qui, juste après l'injection,
elles l'ont trouvé complètement sans sourire, sans joie, et puis progressivement devenir autistes. Donc, elles, au plus profond de leur rôle de maman, elles savent que c'est le vaccin. Voyez, et ça, c'est ça qui est déplorable. Mais on va leur répondre, ce n'est pas scientifiquement prouvé. Ça, c'est le grand slogan. Et alors, comment ils font aux États-Unis quand même pour gagner des procès autant parce qu'ils arrivent à le prouver? C'est les juges qui sont un petit peu plus Moins dans intelligents. l'idéologie, moins dans la soumission idéologique, oui. Hein, Ah, c'est ça. on m'a dit, hein, puisque là-dessus, quand vous rencontrez des scientifiques qui vous disent les vaccins ont éradiqué les épidémies, mais qui vous l'a dit? On me l'a dit. Mais qui est on? Alors on interroge on, et qui vous l'a dit? Et on me l'a dit. Donc on a été informé par on. C'est ça. Hein. En plus, ce qui est extraordinaire, c'est que les parents, ils pensent que puisqu'ils ont affaire à un pédiatre, il sait tout, quoi. C'est Dieu le Père. Or, Oui. ce pédiatre, il a fait 2 heures sur la vaccination, il n'a pas fait plus. C'est-à-dire qu'on Oui. lui a dit, ben voilà, tel type de vaccin, tu les injectes là, tu les injectes là. Dans tout le cursus, il a fait 2 heures. Tandis que des gens comme Maître Jean-Joseph, comme moi, on étudie ça depuis des dizaines d'années et on en sait beaucoup plus sur la vaccination. C'est pour ça qu'en plus, ils nous squeezent. On n'a pas le droit de parler. Parce que si vous voulez parler sur les médias institutionnels de la vaccination, on va vous demander, vous êtes docteur? Non. Vous êtes biologiste? Non. Vous êtes pharmacien? Non. Alors, vous n'avez pas le droit de parler. Sauf que si vous êtes docteur, si vous êtes pharmacien, et que vous dites, vous remettez en cause la vaccination, on va vous rayer de l'ordre. Vous ne pourrez plus exercer votre profession. C'est pour ça que tous les médecins qui alertent, qui deviennent lanceurs d'alerte sur la vaccination, ils n'exercent plus. Ils sont rayés de l'ordre et la plupart sont des médecins à la retraite. Oui, il y a eu le cas d'Alascoï, de Vercoutel, il y en a eu plein. Il y en a eu plein, effectivement. Bah, écoutez, Maître Jean-Joseph, merci de nous avoir consacré du temps. Hein. Moi, je recommande vraiment à tout le monde d'acheter le livre de Maître Jean-Pierre Jean-Joseph parce qu'il est extraordinaire. C'est la 4e édition augmentée, hein, là. Et ben, on mettra dans le descriptif de l'émission les deux adresses que vous nous avez données pour aider les gens. Et vous, si on a besoin de vous, on peut vous contacter? Oui, et surtout, il faut savoir que j'ai 3 pages de titres de bouquins écrits par des biologistes, médecins, sur les vaccinations. C'est-à-dire que c'est impressionnant le nombre d'ouvrages qui sont sortis en français. Hein. Et il y en a autant aux États-Unis, autant en Allemagne, etc. Donc, on ne peut pas dire qu'on ne le sait pas. Hein. Mais on a des cas. Moi, j'ai eu un cas d'une expertise devant une cour d'appel, hein, où c'était le 4e expert qui disait qu'il n'y avait pas de lien de causalité. Et à l'expertise, je suis venu avec 2 valises de bouquins où je vais montrer et je vais mis la photocopie dans ce qu'on appelle un dire. Un dire, c'est quand un expert va déposer un rapport, il fait d'abord un pré-rapport et ensuite les parties au procès peuvent faire des observations. Ces observations sont incluses à son rapport et l'expert répond en disant Monsieur Machin me dit que, mais voilà ce que j'en pense moi. Or là, j'avais fourni la liste d'une centaine de livres, hein, ça tenait sur 3 pages, hein, avec les photocopies des couvertures, les résumés, etc. Hein. Et l'expert ne dit pas un mot, comme si j'avais rien donné. Alors là, c'était vraiment une anomalie. Et je l'ai signalé quand même à la juridiction, c'est la cour d'appel de Rennes. Et là, ils étaient très étonnés, hein, qu'on passe sous silence tout ça. Hein. Et ce n'est pas le seul cas dans lequel, je me rappelle un tribunal à Valence, où j'avais amené les bouquins dans 2 valises, et j'avais disparu derrière, et j'avais dit à l'expert, mais ça fait partie aussi de la littérature médicale. Pourquoi ça n'y figure pas? Puisque ce sont des médecins qui écrivent. Alors pourquoi la littérature médicale se limite à vos seules connaissances? Mais là-dessus aussi, j'avais gagné mon procès. Bravo, bravo. Effectivement, hein, parce que pour eux, il y a la littérature médicale soutenue par Big Pharma et les autres, eh ben, c'est des gourous, des complotistes, des conspirationnistes et on a droit à tous les noms, quoi. Eh oui. En tout cas, c'est bien. Et donc, on peut vous joindre si on a besoin de vous? Bah, oui, on peut toujours me joindre. Oui. Mais vous plaidez encore? Vous êtes encore sur... vous Ah oui, plaidez? eh oui. Bravo.
hein, je vous admire. C'est super bien ce que vous faites. Voilà, merci maître. Et puis si on sera peut-être amené à se revoir, on ne sait jamais, avec le vaccin contre le Covid. On va s'amuser. Vous avez des échos? Pas encore, mais bon, apparemment, à mon avis, il est déjà prêt depuis longtemps. Mais Exactement. Bah, à très bientôt, maître. Merci beaucoup. au revoir.